Le Congo n'a pas droit à l'erreur car le Congo a aussi un capital humain important pour relever les défis de la République démocratique du Congo. C'est votre émission Rendez-vous du soir, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. On vous avait annoncé qu'aujourd'hui on va recevoir un homme capable, un homme intelligent, un homme qui défend bien le régime. Lui, il s'appelle Maître Paul Okito. Il est avocat international, chercheur en droit constitutionnel, Panthéon, Sorbonne 1. Vous êtes de l'Union sacrée, si je peux le dire ainsi. Maître, soyez le bienvenu. Merci, je vous salue. Merci de le faire aussi. Et je salue premièrement la première dame, Madame Denise, une femme de cœur, qui a un gros cœur et une femme que la République a besoin, que les Congolaises et les Congolais ont tellement besoin d'avoir une dame de telle qualité à être notre première dame. Voilà. Oui. Quand vous la regardez comme ça, quelle est la place que vous donnez à la femme? Parce que elle est initiatrice hein, d'une idée aujourd'hui qui a pris le corps, Excellencia. Elle prend les enfants capables, les enfants qui ont distingué, les envoyer dans plusieurs pays pour aller apprendre, être utile un jour en République démocratique du Congo. Quelle est la place que vous donnez à cette initiative? Oui, mais parce qu'on dit éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Et s'aimer dans la jeunesse, dans les enfants, tout ça, donc ça permet à ces enfants de devenir les Congolais de demain. Parce que cette femme a compris que les problèmes des Congolais ou des Congos aujourd'hui, c'est le problème d'hommes. Il faut former l'homme congolais, il faut l'éduquer, il faut donner à cet homme, quand je dis homme, c'est ça, quand je dis homme, c'est H majuscule, c'est-à-dire homme et femme. Donc il faut que cet homme soit cultivé, soit à mesure de rivaliser avec les petits françaises, les petits français ou la petite française, les petits hollandais ou les petits allemands. Donc c'est pourquoi cette femme prend tout son temps à investir dans l'homme, dans la jeunesse congolaise, pour que cette jeunesse, l'avenir du Congo de demain. Donc c'est quelque chose à encourager. Elle n'est pas dans les illustrations ou dans des illusions ou dans des danses, tout non. Elle veut donner à la nation congolaise la bonne sémence, et cette sémence qui sera responsable du Congo de demain. La bonne sémence, c'est aussi l'initiative Excellencia, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour me dire, apparemment au Congo, on ne forme pas les apprenants, les étudiants en fonction de besoins réels de la RDC. Pensez-vous que notre système éducatif a des problèmes? Il faut revoir, il faut spécialiser ça. Merci de le faire. Vous savez très bien que nous avons hérité le système colonial belge et que l'économie coloniale était définie par rapport aux besoins de l'Occident. Et le système éducatif que nous avons des 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est un système qui a été calqué dans la bureaucratie, les examens à choix multiples, où l'étudiant, l'élève ne participe pas à la construction du savoir. Donc l'économie du pays ou la formation ou l'éducation, quand on dit éducation, et formation, c'est des choses différentes, parce qu'on peut être éduqué et ne pas formé, on peut être formé et ne pas éduqué, parce que l'éducation vient beaucoup plus à la famille, et la formation c'est l'apprentissage. L'instruction, on rate l'éducation. Et la formation c'est l'apprentissage. Hein, donc il faut que chaque pays, la RDC doit former, doit donner l'éducation, la formation dont nous avons besoin pour l'économie de notre pays. On ne peut pas produire, je ne peux pas dire qu'il y a des facultés qu'il faut réduire le nombre d'étudiants, mais il faut quand même que la formation soit adaptée aux besoins du pays. Aujourd'hui, on parle de l'économie numérique, de l'économie de l'intelligence. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies de communication. Donc, il faut relancer, il faut, je peux dire, réformer le système éducatif congolais pour que l'étudiant en Europe, permettez-moi de vous le dire, je ne fais pas du comparatif, hein, mais en Europe, les étudiants participent à des examens. Ce n'est plus les examens à choix multiple. Parce qu'à choix multiple, je peux avoir 19 sur 20. C'est quelque chose seulement de taper sur tout ça. Donc, il faut comme on dit, le fil confiant. C'est ça. Donc, il faut que les étudiants, les élèves soient à mesure de créer, de participer à la construction de l'intelligence. C'est ça. Notre système éducatif présentement n'est pas compétitif? Non, c'est un système qui est complètement obsolète, inadapté aux problèmes du pays, aux besoins économiques du pays. La raison pour laquelle les jeunes gens qui sortent des universités déambulent avec des diplômes pour chercher des boulots dans des ministères, au lieu d'être créateurs d'emplois, on commande l'emploi à sortir de l'université. Donc le système anglo-saxon est beaucoup plus pragmatique parce que c'est un système qui aide les étudiants ou les bacheliers à créer du travail. Donc la spécialisation, c'est mieux au lieu de plomber les étudiants congolais, les cours généraux. Oui, c'est-à-dire il faut les préparer des niveaux très bas à des grandes orientations.
sections, qui est nos sections mécaniques, et pour les chaussées, électricité, électronique, tout consort, pour que les étudiants ou les apprentis soient à mesure d'avoir des connaissances rapides dans un domaine dont ils souhaiteraient travailler un jour. Parce que nous en parlons, j'aimerais avoir la photo de M. Sama Lukonde, qui est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, le chef du gouvernement. Il y a un besoin réel aujourd'hui. Nous avons nos richesses. Hein. On dit la RDC, c'est un pays scandalement béni. Mais aujourd'hui, les traitements, coltan, minerais, or, ainsi de suite, on a besoin de l'expertise, de l'expérience des autres. Est-ce qu'on ne peut pas amener ces facultés ici en RDC pour que le Congolais eux-mêmes ait la possibilité de traiter leurs matières? Oui. Vous savez pourquoi il y a une adéquation entre les richesses dont on parle. Certes, nous avons des ressources naturelles abondantes, des ressources dont le monde a besoin. Dernièrement, je vous ai parlé que la RDC, nous disposons à peu près de 70% des réserves des métaux stratégiques mondiales. Donc, nous avons des ressources en abondance. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est comment transformer ces ressources, ces différentes ressources naturelles à une richesse nationale, partagée entre les citoyens. La Chine, aujourd'hui, savez-vous que la Chine, en 1945, c'était un petit pays où les gens mangeaient avec des baguettes et la viande du porc, se promenaient en vélo. Mais la Chine a imposé aux investisseurs étrangers, quand elle a fait l'ouverture de l'économie du marché, c'est-à-dire qu'il faut faire les transferts de technologies. Il faut imposer... Transfert de la connaissance. Transfert de la connaissance, c'est-à-dire imposer aux investisseurs que non, vous voulez investir au Congo, mais il faut ramener la technologie et engager les Congolais, donner la connaissance de cette science ou de cette matière aux Congolaises et aux Congolais pour qu'ensemble nous arrivions nous-mêmes à produire, à avoir la connaissance de cette technologie. C'est pourquoi aujourd'hui la Chine devient la première puissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Non. Quand les Chinois arrivent ici, les Indiens et les autres, eux aussi amènent leur main-d'œuvre. Est-ce que c'est la faute de notre gouvernement? C'est la faute de qui? Manque de la vision ou bien comment? Non, ce n'est pas en fait, c'est parce que n'oubliez pas que le président Tshisekedi a hérité des systèmes qui étaient complètement obsolètes. Hein. Les Congos étaient par terre. Hein. Le président l'avait dit lui-même, à l'Odjakenon, les pays étaient morts. Donc, il faut revoir certaines règles qui ont été commises par les régimes du passé, hein, les régimes Mobutu, tout consort. Il faut revoir cela. Donc, pour que les investisseurs respectent la RDC, il faut avoir un cahier de charges. Que vous voulez investir dans tel secteur, voici les conditions. Peut-être sur 100 employés, il faut au moins 65 qu'elles soient des locaux. Et vous ramenez seulement les 45 des techniciens ingénieurs, mais à condition de former les locaux pour que les locaux, après votre départ, qu'ils aient la connaissance nécessaire à continuer à produire cette unité économique. C'est ça. Mais chez nous, l'État, bon, je ne peux pas dire l'État actuel, mais hein, il y a cette forme de laxisme, hein, un peu de laisser aller, où on n'impose pas des conditions à ces entrepreneurs, à ces entreprises-là, que non, voici, parce que si on ne le fait pas, et ils viennent, c'est pour... Mais moi, j'ai appris que ces lois, il semble que ces lois existent, mais il y a un problème du respect. Ces gens-là, quand ils viennent, ils ne respectent même pas les lois des Congolais. C'est comme si les dirigeants congolais, ce sont des marionnettes et ils ont du cash et les dirigeants congolais rampent devant eux. Le problème, les Congos ne souffrent pas de la carence législative. Nous avons des lois dans tous les secteurs. Nous avons des lois, on parle même de l'inflation législative au Congo. Ce n'est pas les lois qui nous manquent, c'est question de les appliquer d'une façon bien ordonnée et de les contrôler l'exécution de ces lois. Tu sais, les expatriés qui viennent ici, ils ne viennent pas seulement pour nous caresser au centre du poil. Ils viennent, c'est pour faire de l'argent. Ils ont besoin Donc, quand ils vont trouver des petites portes ouvertes, le laxisme, la corruption, le clientélisme, les jeux de passe-passe, ils vont en profiter et prendre la couleur du milieu. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire pour que les lois que nous avons, les lois de la République que nous avons soient appliquées. Parce qu'une société, si les lois ne sont pas appliquées, mais c'est le plus la société. Alors, si vous parlez qu'il faut que les lois soient appliquées, parlons-en, parce que le président de la République, quand il est venu là parler de l'état de droit, dans l'état de droit, on voit la présence de la justice. Vous êtes maître avocat, vous êtes avocat international, chercheur en droit constitutionnel. Alors, on en parle. Qu'est-ce qui fait que notre appareil judiciaire ne s'impose pas? Vous savez pourquoi je suis le président Tshisekedi? Pourquoi je suis les fans, comme les Congolais le disent?
Parce qu'il a imprimé, il a annoncé quelque chose qui m'a poussé à suivre cet homme, l'état de droit. Le Congo ne sera jamais un état moderne, un état prospère, un état fort, sécurisé, si la justice n'est pas au centre des décisions. Donc l'état de droit, c'est quoi? C'est lorsque la puissance publique est soumise à la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi pour les riches, pour les pauvres, il n'y a pas de loi pour les petits, pour les grands. L'état de droit, ça ne peut pas être un seul gars, non. Ça doit être le fonctionnement des institutions. C'est l'esprit des institutions et l'indépendance de la justice. C'est l'état de droit seul qui peut nous garantir un Congo pacifique. Mais là, comme le gouvernement actuel, le président Tshisekedi, a hérité d'une situation qui était là et s'est laissé aller, laissé tout ça, donc nous connaissons. Mais il est temps, parce qu'on dit mieux vaut tard que jamais, il faut remettre la notion, l'idée, la vision de l'état de droit au centre de la vision de l'action politique de l'État. C'est ça le souhait du chef de l'État, remettre la vision au centre. La preuve à nous avons notre ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, mais selon plusieurs sources, cette dame, elle ne travaille pas réellement pour l'état de droit. C'est comme si elle est faible. Non, moi je ne peux pas venir ici. Je suis journaliste et je parle de plusieurs sources. De plusieurs sources qui pensent que la dame, elle est faible. En démocratie, les citoyens doivent avoir la faculté d'évaluer les ministres. Ça, c'est clair. Les ministres sont au service de la communauté, de la nation, de la population, c'est des serviteurs. Donc il faut les évaluer. Il faut qu'il y ait des émissions, vous, avec d'autres journalistes, d'autres agences, passer à des évaluations. Tel ministre, qu'est-ce qu'il ou elle a fait pendant un certain moment? Est-ce qu'il y a des améliorations dans son secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des réformes? On ne peut pas être seulement ministre, être cantonné dans son cabinet climatisé, en train seulement d'envoyer des WhatsApp ou des... Non, il faut travailler. Parce que gouverner, ce n'est pas administrer. Gouverner, c'est réformer. Les gens pensent qu'un ministre n'est pas un administratif. Ni un fonctionnaire. Gouverner, c'est réformer. Donc, chaque ministre, lorsque le président a déclaré que le pays est en faillite, l'État est mort, c'est-à-dire le ministre doit réformer chacun dans son secteur. Il faut réformer le système judiciaire. Il faut réformer parce que c'est par des réformes que nous aurons une nouvelle société. Parce que si nous continuons avec les mêmes pratiques d'hier, eh bien... Et maintenant, le problème, est-ce qu'elle a le biceps d'affronter ces loups-là? Ces gens qui ont excellé peut-être dans les antivaleurs, est-ce qu'elle peut arriver à cela? Parce qu'il y a la Cour de cassation, il y a le parquet général. Tous ces gens-là, selon plusieurs sources, il y a un mafia qui s'est installé dans ces cours-là. Alors, il faut démanteler ce système. Pensez-vous que Mme Rose Mutombo aura la facilité de tout faire? Parce que... Le problème, c'est vouloir ce pouvoir. On dit souvent qu'un bon chef n'hérite pas de solutions, mais il hérite des difficultés. Quand on est un bon dirigeant, il faut être content parce que vous rencontrez des difficultés au moment d'accéder au pouvoir. Quand elle est arrivée, je ne suis pas venu ici faire l'émission pour... Non, on parle de l'état de droit, sentez-vous à l'aise. Hein, on parle de l'état de droit. Ok, donc l'état de droit. Je donne un élément pour vous mettre à l'aise, le chef de l'État lui-même. Attendez, pour vous mettre à l'aise. Le chef de l'État lui-même, lors du congrès, les derniers congrès, le chef de l'État s'est plaint de l'injustice. Il dit, dans ce secteur-là, il n'est pas totalement satisfait. Il y a des choses à refaire et à faire. Ce qui veut dire, c'est son secteur, son patron lui-même voit que dans son secteur, je partage l'idée avec les chefs de l'État parce qu'aujourd'hui au Congo on parle de quoi? Du banditisme judiciaire, c'est-à-dire les juges, les magistrats sont devenus des délinquants, des primos, des premières catégories. On trouve dans le système des jeux de passe-passe, on marchande avec les décisions, il faut passer par les huissiers, il faut payer les greffiers, dont la justice a perdu sa couleur. Donc elle prend beaucoup plus la couleur en fonction de la personne qui est devant. Plus vous avez l'argent, donc vous aurez la facilité d'avoir un jugement, l'exécution. Les plus offrants, c'est ça. Donc il faut réformer. Mais si Madame la ministre me regarde, je suis certain peut-être je peux demander... Elle vous regarde, je vais l'envoyer l'émission. J'aurai une audience. Il faut avoir du courage. Vous savez, en politique, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir du courage. Si vous parlez aujourd'hui que non, les caïmans ou les dinosaures ou ceux qui sont habitués... Elle a trouvé un système. Dans ce système-là, bien ancré dans la corruption, le clientélisme. Mais il faut briser. Parce qu'on ne peut pas réformer... Est-ce qu'elle a le biceps? C'est là où je dis... Mais non, mais parce que... Ces gens-là, ils ont un réseau. Hein. Vouloir ce pouvoir. Vous savez ce qui se passe au Bénin aujourd'hui? Pour piéger les magistrats corrompus, on permet aux citoyens d'avoir des petites caméras, des petits micros pour les piéger et prendre les éléments de corruption ou des tentatives de déclaration, de demande d'argent, les présenter et les liquider. Donc il faut les faire partie. Donc le ministre, il a un pouvoir. Elle coordonne tout un service, tout un ministère. Donc il faut sélectionner
les bons et les mauvais, il faut les mettre dehors. On ne peut pas créer un Congo prospère si la justice n'est pas une justice distributive, une justice avec l'éthique et des valeurs morales. C'est cette justice dont nous avons besoin. Alors j'aimerais savoir, il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil d'État, il y a la Cour de cassation. Ok? Est-ce le pouvoir de notre ministre de la Justice, c'est limite où? Vous êtes quand même quelqu'un qui est dans les métiers, parce que là, il semble que elle ne peut pas entrer dans cette fonction. Oui, aidez-nous. Non, parce que c'est là où il y a des choses aussi. Je te comprends. C'est-à-dire le ministre, nous sommes dans le principe de séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir indépendant, et le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Mais le ministre, il est dans l'administration du gouvernement. Il fait partie de l'équipe gouvernementale. C'est-à-dire, le ministre a beaucoup plus le pouvoir dans l'administration du pouvoir judiciaire. Vous comprenez? L'administration, ça dit contrôler avec les hauts conseils de la magistrature, voir comment on peut nommer, comment tout consort. Mais s'il s'avère qu'il y ait peut-être des dérapages, des comportements immoraux de ces magistrats tout consort, mais il y a l'organe qui est le haut conseil de la magistrature, l'organe qui sanctionne. Vous avez la commission de la déontologie, donc qui doit sanctionner ces comportements, c'est-à-dire convoquer, les attendre, et si réellement les faits se sont avérés vrais, il faut les faire partir. Parce qu'on ne peut pas changer la société congolaise et se trouve dans un état de délabrement trop avancé. Délabrement en termes de valeurs, en termes de principes. Il faut réformer. Et réformer, c'est sélectionner les bons et rejeter les mauvais. C'est tout. On ne peut pas laisser dire parce que non, je suis à la Cour constitutionnelle ou peut-être la Cour de cassation ou bien Conseil d'État et parce que ça fait très longtemps. Non, ce n'est pas j'ai l'expérience, j'ai 40 ans de métier, 50 ans de métier, elle vient de venir, donc elle ne peut rien, je maîtrise bien les rouages. Non. Elle a la tâche difficile. Non. Si ces personnes sont impliquées dans des dossiers de détournement tout constant, il faut les faire partir et pour quand même imprimer la marque que nous voulons réformer. Nous voulons une nouvelle société. C'est là le problème chez nous. Merci. Nous voulons une nouvelle société. On n'est pas contre le Conseil d'État, la Cour de cassation, Cour constitutionnelle, ou moi encore, notre ministre de la Justice. Mais on essaie tout simplement de poser des questions que les gens nous posent aussi dans la société. Nous voulons que vous puissiez bien travailler. Si vous travaillez bien, vous allez aider les chefs de l'État qui veut bien que l'État de droit soit réel. Je me rappelle, à l'entrée de Laurent Désiré Kabila, vous avez vu comment il avait révoqué à peu près 350 magistrats. Donc il faut agir. Parce que si on n'agit pas, les pays sombres et les Congo pourraient disparaître en termes de valeurs, en termes de référence. Voilà. La justice élève une nation. S'il n'y a pas de sanctions, s'il y a l'absence de l'état de la justice, tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi. Alors, évoluons avec vous. J'aimerais bien avoir la photo des opposants de la République démocratique du Congo. Monsieur Paul Okito, vous soutenez bien Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, mais j'ai vu récemment la marche refusée de l'opposition qui voulait marcher contre la vie chère des Congolais. Pensez-vous qu'on pouvait réellement, dans un pays là où règne la démocratie, laisser les opposants marcher? Non, nous sommes dans un régime, vous savez très bien que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, garanti dans notre constitution, que non, la manifestation publique, politique, c'est autorisé. Nous sommes dans un régime d'information et non pas d'autorisation. On informe à l'autorité publique ou administrative que non, moi et vous, vous et moi, nous allons manifester tous les jours. Une autorité politico-administrative nous promet que non, vous serez sécurisés, il faut sécuriser les manifestants pour éviter les actes de vandalisme ou de saccage, parce que la liberté de manifester, ce n'est pas un permis de saccager ou de détruire les biens des personnes. Donc, dans notre pays, c'est ça. Donc, si l'opposition congolaise, aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je me réserve, parce que l'opposition congolaise ne m'inspire plus confiance. Vous dites? Non, l'opposition congolaise, c'est une opposition presque pour moi une forme d'image alimentaire, l'expression que j'utilise. Pourquoi j'ai dit cela? Mais ça c'est fort quand même, vous pouvez retirer. Vous pouvez retirer à l'image alimentaire, parce que là nous voyons Sanga, Matata, Moïse, Faïlou et Mukwege.
c'est une opposition qui manque à court d'idées. Une opposition disparate, désorganisée. Une opposition, on trouve des égos à l'intérieur, des forces opposées, fragmentées, où il y a des égos. Katumbi ne peut pas laisser pour Fayoulou, Fayoulou ne peut pas laisser pour... Donc, c'est une opposition où moi ou personne. Donc, c'est cette figure-là qu'elle présente aujourd'hui, que nous sommes... Non, j'en doute très fort que le Congo n'a pas cette opposition. Et croyez-moi, nous aurons une opposition. Et la République en a besoin. La démocratie a besoin d'une opposition de construction, une opposition des valeurs, une opposition des idées, une opposition des femmes et des hommes qui militent pour l'amélioration. Et non pas une opposition comme des règlements de comptes. Donc, c'est cette opposition? Non, à l'ère actuelle, cette opposition congolaise, franchement, le pays n'a pas, le Congo n'a pas besoin de cette opposition. Vous minimisez trop cette opposition, en écoutant même le chef de l'État qui disait nous avons une opposition faible. Vous ne craignez pas la population qui est derrière Katumbi, la population qui est derrière Fayoulou, Delis Sanga et Matata Pognon. Vous avez eu peur, voilà pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il y ait marche pour l'Union sacrée. Non. Si peut-être le gouverneur aurait dit Gobila ou peut-être demandé à l'opposition de revoir la date, c'est pour que la disponibilité, la force publique et les policiers soient disponibles, parce qu'il faut le sécuriser. Hein. Ce n'est pas on a interdit, mais c'est une honte quand même pour vous, l'Union sacrée, si vous dites ça, parce que vous avez organisé la sortie officielle de l'Union sacrée ici au stade de Martyrs. Il y avait plus de 100 000 personnes. Oui, il faut les sécuriser, il faut les accadrer, il faut éviter les actes de vandalisme et de saccage, tout consort. C'est l'autorité administrative, mais c'est le gouverneur qui a constaté que non, peut-être, il faut attendre un peu le temps de sensibilité, de coordonner avec l'autorité de la police pour qu'une force nécessaire à l'organisation de cette manifestation soit accordée. Ce n'est pas une question de refus. L'opposition doit marcher. Et nous voulons qu'il y ait des marches parce que ça fait vivre la démocratie. Notre pays, c'est un État démocratique. Le président Tshisekedi ne peut pas. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même, c'est un enfant des manifestations. C'est un fruit des manifestations. On dit bien que Tshisekedi est devenu un vrai dictateur. Non. Un vrai dictateur aujourd'hui parce qu'il donne les injonctions à ces gens pour ne pas respecter même la voix de l'opposition. Non, peut-être... C'est lui-même qui les appelle les faibles, c'est lui-même qui les minimise. Celles et ceux qui sont en train d'imaginer ou de penser que le président Tshisekedi devient un dictateur et qu'il refuserait aux opposants de manifester, ça c'est peut-être aller à l'encontre, peut-être qu'ils ne connaissent pas très bien l'homme Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un enfant de l'opposition. Il est né dans l'opposition, il a grandi dans l'opposition, il a manifesté des milliers de fois. D'ailleurs, pour lui, voir les opposants manifester, ça lui rappelle les souvenirs un peu de son enfance. On dit bien, lui, Tshisekedi fait la honte même de l'opposition. L'opposition d'hier, aujourd'hui, pouvait faire mieux, mais l'opposition d'hier, aujourd'hui, au sommet de l'État, fait la honte. Oui, non, c'est que l'opposition que nous avons besoin, c'est quoi, M. Delphin? Nous avons besoin d'une opposition à la hauteur des enjeux du Congo. Une opposition qui analyse la situation, non pas pour répondre aux besoins d'un individu ou d'un petit groupe d'individus, mais qui regarde d'abord l'ensemble de la situation congolaise. Nous avons la guerre à l'est du pays. Les femmes et les enfants et les hommes qui meurent là, ce sont des Congolaises et des Congolais qui ont besoin d'une forme d'unité dans l'action, dans la définition des projets pour résoudre ces problèmes. Mais manifester, pour moi... Manifester pour la vie chère des Congolais. Donnez-moi l'image de la vie sociale des Congolais. Manifester pour la vie chère des Congolais, pour vous, vous estimez que ce n'est pas une voix qui porte? Non, pour moi, la vie chère, je suis certain que la vie est chère. Et le président, le gouvernement travaille là-dessus, parce que le président, même, ce n'est pas parce que l'opposition manifeste et que le président n'est pas informé que la vie est chère ou la vie n'est pas chère. Non. Peut-être qu'il est distrait. Non, le président, donc le président et le gouvernement travaillent d'arrache-pied pour chercher comment alléger, comment résoudre les problèmes sociaux des Congolais. Donc là, ce n'est pas le problème de l'opposition. Peut manifester pour rappeler, oui, mais le président et le gouvernement travaillent là-dessus. C'est que moi, je ne veux pas qu'est-ce qu'il y ait une forme de récupération politique vide, que non, nous manifestons pour la vie chère. La vie chère, elle est partout. J'en reviens pour vous préciser, Delphin. Aujourd'hui, nous parlons en termes d'inflation. Non, comment c'est terrible, hein, par rapport à d'autres pays. Non, parce que vous parlez de votre environnement naturel, mais il faut demander à d'autres qui étaient dans d'autres pays. La vie chère, elle est presque partout. C'est la conjoncture économique mondiale, parce que nous sommes dans l'ère de la mondialisation des dépendances économiques avec l'augmentation des prix de l'énergie, gaz et pétrole, tout consort, l'arrêt des importations, la vie chère est partout.
D'ailleurs, ici, je viens de Paris, je constate que la situation, je parle de l'inflation, hein, aujourd'hui à 2000, $1 c'est 2300 francs congolais. J'ai vu réellement que le gouvernement a travaillé dans une forme de sincérité en matière de la gestion des choses publiques, de l'argent public, parce que sinon les francs congolais devraient aujourd'hui être échangés à 1,5, à 1D ou à 3, à 3000 francs. C'est presque 24 aujourd'hui, 25. Ah oui, bien sûr. Donc, mais je suis certain que l'opposition congolaise, hein, moi, je reviens de la question de l'opposition congolaise. L'opposition congolaise manque de sujets à attirer la population. Manque? L'opposition congolaise est à court d'idées. Il n'y a pas... Non, j'en assume. Okay. C'est une opposition qui se trouve dans une phase de carence de leadership. Une opposition, il n'y a pas une forme de coordination d'idées pour défendre un sujet social. Vous comprenez? Quand l'opposition vous dit nous marchons pour la vie chère, et l'opposition vous met la situation des Congolais en face. Par exemple, au Katanga, ici à Lubumbashi, il y a un sac de maïs à 100 000 francs, mais quand le régime Tshisekedi était venu au pouvoir, c'était presque à 25 000 francs. 75 000 non. De plus. Donc, et vous dites que le gouvernement est en train de travailler. De le faire. Vous voulez que nous... Pour quel résultat? Les gens meurent? Non. Pourquoi? Et donc, vous voulez que je revienne un peu parler de l'historicité du pouvoir de Tshisekedi, de l'avènement. J'en reviendrai si j'aurai du temps. Okay. Parlons d'abord des comportements de l'opposition par rapport aux sujets sociaux. Hein, la vie chère, ceci ou cela. Moi, je pense que cette opposition doit être organisée. Il faut qu'elle soit encore dans une forme de réflexion pour avoir des sujets qui peuvent attirer les sujets. Nous avons le professeur Matata qui est là. Nous avons Denis Sessang, un homme intelligent. Pourquoi les Faïl, un homme expérimenté, Katoum, un ancien gouverneur. Mais le peuple ne suit pas l'opposition. Le peuple ne suit pas cette opposition. Le peuple est complètement... De quel peuple vous parlez? Le peuple congolais est en dehors de cette opposition. Le peuple était mobilisé pour marcher les 13. Vous avez eu la peur, vous avez refusé. Non, c'est pas question d'avoir peur, mais parce que le peuple ne suit pas l'opposition. Le peuple croit à notre président et au gouvernement congolais. Le peuple espère, et j'en suis certain, que le président Tshisekedi sera à la hauteur de donner solution au problème du Congo d'ici quelques années. Régime des promesses, quelle est la mesure palliative pour remédier par rapport à cette situation? Parce que le peuple souffre. Mais la vie chère. Mais la vie chère, mais il y a eu augmentation des salaires de près de 35% pour les fonctionnaires. Je n'ai jamais vu dans notre pays. Aucun gouvernement congolais n'a augmenté les salaires des fonctionnaires 30 à 25%. Aucun. Même à l'époque des Kabila, de Mobutu. C'est-à-dire que le gouvernement travaille. Le Congo a des problèmes énormes. Ni c'était la guerre à l'est du pays, ni c'était la situation qui nécessite aujourd'hui les ressources financières, toute la concentration des stratégies, surtout à l'est du pays. Je suis certain que la situation sociale allait être différente que de celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc le Congo sera construit avec Tshisekedi. Le Congo sera construit. L'opposition doit chercher des sujets. Donc, moi, je suis parti de l'opposition. J'aime l'opposition. Parce que l'opposition me présente l'existence de la démocratie. Sans l'opposition, la démocratie n'y est pas. Nous sommes dans des régimes totalitaires, autoritaires. Donc, la démocratie, je vis parce que l'opposition est là. Voilà, vos besoins. Monsieur Philémon, donnez-moi un peu l'image de la SADC. Monsieur Lutundula, il était là avec le chef de l'État, c'était au Burundi, à moins que je me trompe, hein. Burundi, ils ont y a parlé, mais il y a ceux qui pensent que la diplomatie actuelle du régime Tshisekedi ne nous donne pas de fruits. Je ne sais pas si vous avez suivi le président angolais Lorenzo hier qui dit que le M23 a fait sa part. Le problème maintenant, c'est dans les camps de la République démocratique du Congo. Vous avez un médiateur qui prend parti de nos ennemis. Une diplomatie faible alors. Donc, vous savez très bien qu'au niveau des États de la région, au niveau de la région du Grand Lac et de toutes les parties impliquées dans les conflits à l'est du pays, nous sommes un État souverain. Vous comprenez? Si peut-être aujourd'hui, pas peut-être, les présidents et le gouvernement cherchent comment ramener la SADC, hein, tout ça pour s'occuper, peut-être apporter la paix à l'est du pays, c'est dans notre liberté. Nous ne pouvons pas dire que non parce que le président Lorenzo angolais ne suit pas la logique du gouvernement ou la stratégie que non. Mais il était notre espoir, hein, il était notre espoir. Mais non, mais c'est là. C'est qu'il a fait autant de voyages, mais ça n'a rien rapporté selon l'opposition. Oui, cela veut dire que non, le président et le gouvernement
président veut chercher une autre approche pour pallier à cette situation de l'Angola. De toutes les façons, chers amis, mais c'est Delphin, excusez-moi, si nous aimons les Congos, voici le moment où l'opposition devrait être soudée. Parce que ceux qui sont en train de chercher d'ouvrir les portes, les brèches pour que les ennemis de la République en profitent, voici le moment. Si au niveau de la région, il y a cette forme de réticence, l'Angola, d'autres pays, c'est-à-dire, c'est ça. Il y a une forme de complot contre la République. Parce que ces pays savent que si le Congo est dirigé, ordonné, si le Congo est une personne comme Tshisekedi, si le Congo est stable, donc ces pays vont disparaître. La raison pour laquelle ces pays ont tout intérêt à créer des situations-là d'hésitation. Non, nous allons vous aider, le lendemain, non, on ne vous aide pas. C'est à nous, sur le plan interne, de nous organiser. C'est avec l'opposition, toutes les composantes sociales, de nous organiser pour résoudre ce problème. Parce que nous parlons ici du Congo, ce n'est pas de Tshisekedi. Aujourd'hui, l'opposition pense que le président Tshisekedi a été trahi par ses homologues. Ce n'est pas la vérité? Parce que l'opposition là dont vous dites que c'est une opposition faible, cette opposition criait en vous disant n'allez pas à l'EAC, n'allez pas négocier avec Kagame, n'allez pas négocier avec Museveni. Aujourd'hui, cette opposition semble avoir raison. Non, l'opposition n'a pas raison. Elle n'a pas raison parce que jusque-là, le président Tshisekedi dispose encore de fourchettes de manœuvre pour aboutir ou avoir le même résultat, c'est-à-dire la reprise de notre partie du territoire national entre les mains des ennemis. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est quoi, monsieur être membre de l'IAC, ce n'est pas une corde au cou. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire il y a une procédure d'adhésion, tout comme dans les traités, il y a aussi la possibilité de se retirer. Si le président, parce que l'adhésion à un traité ou à une convention ou tout ça dépend de l'intérêt souverain de l'État. Si aujourd'hui le gouvernement congolais, après analyse et discussion, constate qu'il n'y a pas raison de demeurer dans l'IAC, eh bien nous pouvons déclencher la procédure de retrait. Mais l'opposition ne peut pas dire que non, non, parce que le président, je vous ai dit dernièrement, le président Tshisekedi c'est un homme de paix. Quand il est entré au pouvoir, il a voulu avoir une diplomatie pacifique au niveau de la région. Il a voulu impliquer toutes les parties composantes de la région pour qu'il y ait la paix durable. On construit la paix par la paix. C'est la raison pour laquelle il a appelé le président Kagame, mon frère, il a fait. C'était dans sa logique de ramener la paix par une diplomatie pacifique. Merci. Alors, j'aimerais bien placer un mot, parce que vous étiez très nombreux à m'appeler, monsieur Delphin. On est déçus, on a suivi le président angolais Lorenzo qui a dit que le M23 fait sa part, le problème c'est la RDC. Est-ce que le président Félix sera découragé ou pas? Mais moi je vous dis ceci, en connaissant l'homme, et je pense que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi va faire mieux, va encore épater le monde parce que nous croyons à son intelligence et à sa diplomatie. Je pense que la meilleure façon d'aider les chefs de l'État, c'est que nous, le peuple congolais, que nous soyons derrière lui. Car l'homme se bat, il ne dort pas, il veut que la République démocratique du Congo puisse se défendre sur le plan diplomatique, sur le plan de l'armement et sur tous les plans. Si nous les faisons confiance, comme des vrais Congolais, des vrais patriotes, l'homme va remporter ces défis. Alors, évoluons avec vous. Parlons de la question de l'Est. Donnez-moi un peu les photos de nos soldats. Pensez-vous que nos soldats ils sont suffisamment motivés pour nous donner des résultats? Il y a ceux qui pensent qu'ils sont mal payés. Delphin, vous savez que nous avons 2 345 000 km² avec à peu près 105 millions de la population congolaise. Et nous avons une armée, le président Tshisekedi a trouvé une armée qui était une armée un peu à l'intérieur avec plusieurs compositions presque autonomes, parce que l'armée des brassages, des groupes armés qui sont venus par-ci par-là. Bon, cette armée était une armée, certes, mais qui n'était pas à la hauteur du Congo, qui n'était pas une armée forte en termes d'équipement, en termes de motivation. Et les salaires des militaires à l'époque, c'était combien? À l'époque de Kabila, c'était à peu près $100 et militaires. Et si vous rentrez dans les camps Kokolo, les femmes militaires qui sont restées au camp Kokolo à l'époque de Kabila, c'est comme les soldats dans les camps de concentration. Donc des petites maisons, des huttes, les enfants marchent à pieds nus. Des maisonnettes. Oui, des maisonnettes. Donc c'était. Mais j'ai vu quand même le chef de l'État réhabilité, a réhabilité, il a construit les hôpitaux, les écoles, les camps aujourd'hui. C'est vraiment moderne. Aujourd'hui, c'est ça. Coup de chapeau au chef de l'État. C'est ça. Suite à la volonté manifeste et réelle du président Tshisekedi, non, parce qu'on ne peut pas gouverner ces grands pays, on ne peut pas sécuriser ces grands Congos si on n'a pas une armée à la hauteur du Congo. Parce que les Congo, nous avons assez de ressources. Nous aurons dans les années à venir d'autres incursions, d'autres bandits armés, d'autres
mouvements armés, d'autres agressions. C'est à nous d'avoir une armée forte. Et cette armée forte, on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Il faut d'abord investir dans la formation, investir dans l'équipement, investir dans l'homme, investir aussi dans la moralité. Il faut avoir des chefs, parce qu'on dit souvent que non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et parfois, nous avons des chefs qui n'étaient pas vraiment des vrais généraux, des nationalistes, mais qui étaient comme des affairistes, qui étaient plongés dans des ventes d'or et des diamants, qui sont devenus beaucoup plus comme des commerçants que des militaires. Donc, il faut réformer notre armée. Il faut une diplomatie militaire avec les pays émergents, comme l'Inde, comme Israël, et comme la Turquie, pour que les militaires pour que les militaires soient bien formés. Il faut équiper notre armée. Parce que les militaires ne peuvent pas aller se battre avec... Non, c'est pas avec des non. Il faut des engins, il faut des munitions, il faut des rations, il faut des bottes, il faut des santé, il faut... J'ai vu notre ministre de la Défense aller dans un pays ici, acheter les armes... Donc il faut moderniser notre armée, parce que si on n'a pas une force de sécurité l'armée congolaise, mais comment le pays sera sécurisé? Du jour au lendemain, nous aurons des attaques à partir de Poito, à partir de partout. Donc il faut former. C'est pourquoi le président, avec le ministre de la Défense, ils ont lancé l'opération recrutement des jeunes militaires. Il faut renvoyer... En tant que volontaire, j'encourage d'abord les jeunes d'aller... Il faut renvoyer tous ces militaires, ces vieux qui ont à peu près 55 ans, 60 ans, il faut les renvoyer au village et recruter les jeunes de 15 ou de 16 ans à 25 ans. Pas seulement les renvoyer, le mettre dans les réserves, parce que ces gens-là, c'est des bibliothèques, mais moi je pense plutôt, il y a une question plutôt de l'infiltration aujourd'hui dans notre armée. Comment faire pour éviter les défections? Aujourd'hui, nous avons les militaires congolais Banyamulenge, il semble, mais aujourd'hui, se retrouvent au sein du M23. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais parce que l'armée que nous avons aujourd'hui, tout à l'heure, là, je vous ai parlé que c'est l'armée de brassage. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des mouvements armés, on prend ces bandits armés, on les intègre à l'armée nationale. Certains d'entre eux... Ces bandits armés? Oui, c'était des bandits armés, parce que réellement, ce sont des étrangers qui venaient avec des Kalachnikov pour former un mouvement armé, tout ça. Et le lendemain, on signe les accords, on fait le brassage, intégration. Kabila pour beaucoup. Hein. Oui, bon, oui, c'est ça. Joseph Kabila. Bien sûr, vous avez très bien. Il a la base de nos malheurs aujourd'hui. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle dans les différentes unités de l'armée congolaise, il y a des Burundais, des Rwandais, des Ghanéens, des Kenyans, tout ça. Il y a du méli-mélo. Bon, c'est ça. Donc, il faut sélectionner. Il faut vraiment avoir une administration militaire à la hauteur du Congo. Vous savez très bien que le président, quand il était parti à Bunia, à Ituri, de lui-même, il a déclaré qu'il a trouvé un réseau mafieux à l'intérieur de l'armée. Les généraux qui bloquaient de l'argent, la réaction, tout ça, on bloque et on renvoie l'argent. Même l'argent de l'État des sièges ici. Donc, vous comprenez, donc il faut réformer. Il y avait un spectacle désolé. Il faut, le ministre de la Défense, c'est Jean-Pierre Mbemba, qui est un homme de guerre, qui est un homme qui a fait quand même preuve dans une partie de l'histoire du Congo. Il faut réformer. Il faut avoir une administration militaire capable de répertorier qui est congolais, qui ne l'est pas, qui peut être renvoyé, qui peut être retenu, et faire aussi l'armée des métiers, les corps des métiers, pour que ces militaires attendent de paix et soient les bâtisseurs de la République. Si vous dites ça, vous me poussez à vous poser une question. Donnez-moi la photo de Noël Tchani. Vous me poussez à vous poser cette question. Il y a quand même un homme intelligent de mon pays, Noël Tchani, je l'avais reçu ici. Il m'avait dit, pour barrer la route à tous ces mafieux dans notre pays, il faut faire voter cette loi, la proposition de loi Tchani, amené par les députés nationaux, Ntingi. Pour occuper les postes de responsabilité, de commandement, il faut être congolais des pères et des mères 100%. Pensez-vous que si cette loi est appliquée et votée est appliquée, ça aiderait quand même le pays à éviter l'infiltration? Bon, tout à l'heure, Delphin, je t'avais dit que le problème du Congo, ce n'est pas l'absence de loi. Nous avons les lois. Même si nous aurons cette loi, j'en souhaite bien, j'en veux qu'elle soit votée parce que c'est une loi souveraine. Je ne suis pas de ceux-là qui disent que non, avant d'adopter une loi ici, une proposition, ici il faut demander l'avis de Washington, de Bruxelles. Non, le Congo c'est un État souverain. Nous sommes un État indépendant. Vous avez vu les Bintou Keïta, les autres ici, ils sont allés voir Mosso pour... que non, les États-Unis... Pour qu'on n'aligne pas cette proposition l'Union européenne et l'Union... Non, qu'à l'Union européenne, qu'à la France. Prochainement, la France va endurcir les conditions d'immigration en France. Il y a une loi de discussion au niveau du Parlement. C'est-à-dire les Noirs qui arrivent les matins, si vous n'avez rien, le lendemain, on vous renvoie. Quand ces pays légifèrent, prennent des lois, légifèrent tout ça, est-ce qu'ils demandent l'avis du Congo? Le Congo, c'est un État indépendant souverain. Sur papier, oui.
Sur le papier, oui. Oui, non, pas mais Bintou Keïta va intimider Mbosso ici. Parce que nous-mêmes. Avec les diplomates pour qu'on n'allume pas cette loi. Oui, ça c'est de l'immaturité en fait, de l'immaturité des acteurs, de certains acteurs politiques. Nous sommes un État souverain. Si nous avons de telles propositions, discutons entre nous, avec nos institutions, le pour et le contre. La seule institution légitime à adopter cette loi, c'est l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale vote la loi passe. Évitons de personnaliser une loi que non, si nous adoptons telle loi, c'est telle personne va planifier, va plaindre toute la nuit. Non, le Congo c'est un État souverain. Il faut légiférer les lois aux besoins du pays. Si nous avons cette loi aujourd'hui, peut-être ça peut résoudre le problème des infiltrations dont il vient de citer ici, eh bien il faut l'adopter. Mais il y a aussi les inquiétudes. Il y a quand même un prêtre catholique, Cardinal Ambongo, qui avait dit cette loi, si vous la posez, si vous l'adoptez, cette loi risque de diviser les Congolais. Il a même dit, il a même appelé les députés, nos députés, les apprentis sorciers. Bon, l'Église catholique, pour des questions aussi, la question aussi importante que ma question, moi je ne peux pas y mettre des commentaires, mais je renvoie seulement, il y avait un notaire, Marcel de Padoue, 13e siècle, qui avait écrit un très bon ouvrage qui avait dit que l'Église catholique doit enseigner aux gens, aux fidèles, les questions qui viennent après la mort et laisser la société civile, politique être dirigée par des hommes libres. Ok. Vous comprenez? Si l'Église catholique ramasse les sujets sociaux, certes l'Église aussi, parce qu'il y a des fidèles qui ont baissé tout ça, émettre un raisonnement et le risque d'émettre un raisonnement spirituel. Ici, nous sommes dans l'univers physique des choses, dans l'univers matériel. Vous comprenez? Donc l'Église doit être là à porter un discours de réconciliation, de paix, et non pas faire des arguments, des réflexions parfois qui seront erronées. Le Congo est infiltré. L'infiltration ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous sommes tous conscients que nous sommes infiltrés de partout depuis un certain nombre d'années. Et si cette idée pourrait nous permettre aujourd'hui, ce n'est pas d'éliminer ou de ne plus être infiltré, mais du moins de réduire son impact dans les institutions supérieures de la République, eh bien, il faut. Quand les Américains ont légiféré dans leur pays que non, pour être candidat président américain, être américain président, il faut être né sur le territoire américain. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis du Congo? Non, chaque État est libre de légiférer en fonction de ses problèmes. Le problème du Congo ne sont pas le problème des États-Unis ou du Rwanda ou du Burundi. Donc évitons de faire des comparaisons que non, parce que tel pays n'a pas adopté telle disposition, telle loi. Non, le Congo n'est pas tel pays. Nous sommes Congo, nous sommes nous. C'est à nous de légiférer, de prendre les lois qui répondent aux problèmes de notre pays. Alors, nous chutons avec vous avant de prendre la dernière image de l'UPEN, mais j'aimerais bien que vous puissiez me donner la photo de M. Kadima parce que c'est important, 2023, élection en République démocratique du Congo. Pour avoir les élections apaisées, il faut avoir une CENI indépendante. Mais l'opposition craint aujourd'hui que l'actuelle CENI, la Cour constitutionnelle, est entre les mains de Félix Tshisekedi. Comment y aller? Avec ces gens-là, ils n'ont pas confiance à cette CENI et la Cour constitutionnelle. Mais non, mais ça, c'est une déclaration nature de l'opposition. Et ce n'est pas la première fois que l'opposition congolaise, même nous, même IDPS, c'est quand nous étions dans l'opposition, on avait presque la même rhétorique. Donc c'est la même nourriture. C'est-à-dire on reprend le même vocabulaire, mêmes expressions, on actualise avec les dates, puis on présente. Donc aujourd'hui, faisons ce qui est important, que les élections ne soient pas une circonstance pour allumer le feu au Congo. Okay. Que les élections soient une circonstance pour donner au Congo ou aux Congolais, des autorités légitimes. Vous comprenez? Si l'opposition, d'ailleurs, l'opposition devrait soutenir les élections, soutenir cette institution, accompagner la CENI, parce que l'opposition peut développer les argumentaires de propositions ou de projets de société qui pourraient être acceptés par la majorité de nos concitoyens. Et l'opposition peut accéder au pouvoir. Donc, nous voulons des élections, certes, des élections pacifiques, mais l'opposition en cours d'idée, parce que dire que non, CENI politisé. Mais ça a été dit à 2016, ça a été dit à 2014. Il faut changer un peu de vocabulaire. Démontrer sur quoi, quels sont les éléments factuels, les éléments de précision qui peuvent quand même nous donner raison que non, dont la CENI est politisée. Mais c'est Kadima, c'est un Congolais. Il n'est pas un Rwandais, il n'est pas peut-être un Kenyan ou bien un Jamaïcain, c'est un Congolais. On dit que c'est un neveu du président de la République, de la famille. C'est Prince Peigné que j'avais reçu ici.
m'avait dit, il est de la famille, tu sais qu'il dit comment il allait avec un frère du président. Non, un arbitre déjà... Tel que moi je connais M. Kadima, tel que je connais M. Kadima, même de loin, donc je suis certain que nous aurons des élections transparentes. L'opposition est un peu, tellement parce qu'elle est un peu à court d'idées, et donc elle cherche partout moyen comment ramasser un verbe, une expression pour présenter une justification pour ne pas l'osir. Nous avons besoin de l'opposition et les élections, nous les aurons. Je vais revenir vers vous pour le mot de la fin. Monsieur Philemon, donnez-moi l'illustration de l'UPEN. J'aimerais bien que les Congolais voient quand même ce que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de faire ici. Ce n'est pas de Photoshop. Ça, ce n'est pas de Photoshop. Ici, c'est l'UPEN, à l'Université pédagogique nationale, ici à l'UPEN. On a inauguré le nouveau bâtiment. Le chef de l'État avait promis, il a réalisé. Ça, nous devons nous tous les soutenir. Nous devons nous tous croire à l'homme parce que ici, l'homme a promis, il a réalisé. Il y a même Wi-Fi ici à l'université. Les étudiants travaillent avec l'AP, les étudiants font des recherches comme il faut. Le chef de l'État a promis, il a réalisé de telles choses. J'aimerais que ça se multiplie un peu partout en République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, je vois ici, il y a l'hôpital de Mamaemo, je vois Mouya là-bas en Boujmaï. Le chef de l'État est en train de faire ça. C'est pour le bien de la population. Il y a même les trans académies, il y a autant de choses, autant de réalisations. Ça, nous encourageons les journalistes. Vous allez me demander, Delphin, pourquoi tu en parles? Tu veux que je puisse citer Kagame? Non, je cite le chef de l'État. Il a réalisé des choses. Ça, c'est bon. Alors, je termine avec vous. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit pendant l'émission? C'est également votre mot de la fin. Regardez la Non, merci. Vraiment, je suis content de passer sur cette télévision. Et ce que moi, je peux dire, c'est quoi, M. Delphin? Les Congos, nous avons besoin de ces pays. C'est le seul pays dont nous avons, c'est notre pays. Évitons de donner de l'espace aux ennemis de notre pays à fragiliser la société congolaise ou les Congos des deux. Le Congo sera construit par des Congolaises et des Congolais. Nous avons qu'un seul Congo. Soutenons les autorités qui travaillent d'arrache-pied, soutenons les gouvernements, même si je suis dans l'opposition, si tu es dans l'opposition, mais présentez un peu des arguments, des propositions qui peuvent aider les pays, ils peuvent aider les Congolais et les Congolais. Vous savez pourquoi j'ai créé à Paris un collectif, le collectif Fachi. Collectif? Non, un collectif, c'est-à-dire un groupe, c'est un groupe d'amis avec des intellectuels, mais professeur Couillet dedans, donc Fachi 2023. Donc Fachi Zegomanda, collectif Fachi Zegomanda. Donnez-moi la photo de Félix. Ah oui. Donc d'ailleurs je demande à madame, peut-être madame la première dame de nous recevoir pour qu'on discute. On présente les projets que nous avons fait depuis Paris. Il est là. Et oui, souvent d'ici, la communauté congolaise, ou les Congos, vous d'ici, vous pensez que la diaspora congolaise, il n'y a que des bandits, il n'y a que des gens qui sont prêts à péter. Les jouisseurs, on vous appelle comme ça. C'est ça. Et non, à la diaspora congolaise, il y a des intellectuels, il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a d'autres personnes qui pensent, qui accompagnent les chefs de l'État et qui font des réunions, des séminaires dans l'ombre, juste pour vulgariser les actions politiques menées par les chefs de l'État. C'est pourquoi nous avons créé ces collectifs. Fachi, deuxième mandat. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est pour aider la communauté congolaise de l'étranger. Et ce collectif est déjà ici. Nous allons organiser des séminaires, des conférences, des universités, dans des écoles, pour présenter au peuple congolais. Je ne fais pas de la propagande. Nous ne sommes pas période électorale, mais c'est un groupe de réflexion. Pourquoi nous devons accorder un second mandat à notre président Tshisekedi? Cet homme a travaillé, a accédé au pouvoir dans des moments exceptionnels. Le seul président qui a connu autant d'événements imprévus. Tshisekedi, vous regardez, Kabila n'a pas connu autant d'événements. Mais Tshisekedi, à l'espace de 3 ans, 4 ans, Covid, guerre à l'Est, guerre Ikin. Donc, situation exceptionnelle. Mais malgré cela, il ne lâche pas. Il est toujours au four et au moulin, nuit et jour à la recherche de solutions. Même si aujourd'hui, il est trahi, entre guillemets, peut-être par les Yassé, mais il est en train toujours de développer d'autres approches, d'autres stratégies pour ramener la paix. Donc cet homme mérite d'avoir un second mandat. Moi, je l'ai dit, j'en assume, parce que j'ai compris que cet homme, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui a une vision positive pour les Congo. Merci, Maître Paul Okito, avocat international, chercheur en droit constitutionnel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais j'aimerais quand même dire un mot en lingala. Monsieur Philemon, donnez-moi cette caméra ici à l'Icolo, j'aimerais bien parler. Ce qui est vrai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aza kosala musala. Mais badongolo misope bazali belé, en Afrique, bazali belé. Mais mon condamnement, quand on a posé un soutien à bino peuple,
pour mokonzi ya mboka asala malamu il faut yo peuple au prêter maboko nde akokana kozwa courage ya kosala il le fait déjà il n'énore pas budget bomone mati bekol ba kotonga ba fonctionnaire mbongo malgré na ba condition oyo mboka eza nango mais il se bat quand même pour te congolais akokana ko se retrouver malgré baini ya mboka baza ko benga toke luka masango na Tanzania osoki na fuirizi babengani baninga babengani bato baninga Kongo te babengani pour te toza masango te tokolona awa ekobima mais moi je pense ceux qui bino peuple bo soutenir mokonzi mboka a ko relever au défi et longo nabiso parce que une autre RDC est possible. Merci d'avoir été des nôtres et merci à l'équipe qui m'accompagne. Suivez la révision de cette émission à 23h ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Biso to soutenir comme mokonzi mboka po aza ya biso. Ongina soutenir Kagame, na soutenir Museveni to Macron. Mokonzi mboka na ngaite. Ton état de guerre, to soutenir. Merci. Restez dans le programme. Au revoir. Merci.